Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Hémisphère, le carrefour des explorateurs et exploratrices de l'imaginaire. Aujourd'hui c'est Olbius à la barre, donc bonjour à vous, et Karel à la vigie. Comment ça va, Karel ? Ah bah écoute, ça va très bien, comme quelqu'un qui ne sait pas s'il sera encore sur Twitter dans 24 heures, mais tout va bien. Sinon... Les turpitudes de Twitter ces derniers temps, c'est... Ouais, non mais ils ont supprimé les tweets là, donc a priori ça devrait bien se passer. Oui, on pourra toujours vous partager nos différents réseaux, et en particulier celui d'Instagram, qui est tout frais et tout récent, et sur lequel on avait fait un magnifique jeu concours pour faire gagner le bouquin de Patrick Helio sur Resident Evil. Donc suivez-nous sur Instagram, évidemment, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux auxquels vous pouvez souscrire. On est sur Twitter évidemment, hein, même si, voilà. On est sur Instagram, comme je viens de le dire. On est également, pour nous écouter, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, via ma chaîne perso. Et bien sûr sur tous les applis de podcast habituels grâce au flux RSS. On a également un mini-site. Étoiles. Et mettez les étoiles, notamment alors sur Apple Podcast, c'est important parce que en termes de référencement, ils misent beaucoup là-dessus pour mettre en avant les différents podcasts. Donc n'hésitez pas, hein, ça coûte pas grand-chose. Mettre des étoiles sur les podcasts, j'ai pas entendu ça depuis 2014. C'est des trucs. Mais d'ailleurs, en parlant d'étoiles, on va également évoquer cette idée dans le podcast. Mais avant de vous annoncer le magnifique sujet dans lequel on va se lancer avec Karel, je précise qu'on peut aussi mettre des étoiles sur Spotify. J'ai découvert ça il y a quelques jours, comme un imbécile. Donc n'hésitez pas à le faire aussi là-dessus. Je sais que la plupart des gens nous écoutent maintenant sur Spotify. Donc voilà, vous pouvez également nous noter, nous mettre un beau petit 5 étoiles ou une étoile si vous trouvez ça nul, hein. Vous êtes libre de votre décision. Ne leur donne pas des mauvaises idées. Effectivement. Alors Karel, je te propose d'affûter ta raquette, de préparer ta balle de 2,4 grammes, puisqu'aujourd'hui on va parler de Ping Pong The Animation. Donc, Ping Pong The Animation, un sujet que je t'ai proposé, puisque au départ on avait choisi autre chose, et puis on s'est dit tiens, ce serait pas mal que cette fois-ci ce soit moi qui te propose le sujet. Je vais mettre les pieds dans le plat et te demander tout simplement ce que t'en as pensé, mon cher Karel. Est-ce que ça a été une expérience agréable, et qu'est-ce que t'en as retenu de cet animé ? Bon, ping-pong, disons, moi, tu m'as pris par les sentiments, parce que c'est vrai que moi, Masaki Yuasa, c'est quelqu'un dont j'ai découvert le travail quand même dans le cadre de Hyperlink à l'époque. Et voilà, depuis, je vais de tarte cosmique en tarte cosmique à chaque fois que je regarde ce qu'il fait, et sans jamais vraiment m'y forcer. Donc là, pour le coup, ping-pong, c'était l'un des derniers trucs que j'avais vraiment pas vu de lui, et que je me gardais dans un coin, et puis tu m'as dit, go ping-pong. Je fais ok, l'occasion faisant le larron. Puis vu qu'il restait quelques petites éditions collector sur le site de Atanimé, allez-y d'ailleurs, il en reste. Hop. C'est une très belle édition qui est en plus pas très chère. Oui, c'est pas cher du tout. Là, c'est parce qu'elle est en promotion aussi en ce moment. Et du coup, non, que dire, c'est extraordinaire quoi. Enfin, je pense que là, franchement. Je pense c'est ce que j'ai vu de lui que je préfère en fait. Ouais, moi aussi. Vraiment, c'est ce qu'il a fait de plus abouti, je trouve. On va pas griller toutes nos cartouches maintenant, mais Ping Pong, je trouverais limite ça dommage que vous commenciez Yuasa par ça. Ouais, ça met la barre tellement haut, effectivement. Mais en même temps, Yuasa, c'est un gars qui a commencé avec Mind Game, et comment dire, il a déjà, entre guillemets, c'est un gars qui réussit à tout dire dans son premier film, et à quand même avoir encore des trucs à développer derrière. C'est fascinant comment toutes ces œuvres se répondent et traitent à peu près tout le temps les mêmes choses, mais c'est à ça qu'on reconnaît un vrai auteur, c'est que le gars, c'est un puits sans fond d'idées et de virtuosité, quoi. C'est complètement. magnifique. Moi, j'ai découvert Ping Pong au moment de sa sortie en 2014-2015, grâce à un camarade que je salue d'ailleurs, qui nous écoute peut-être, Rodolphe, et qui est un grand passionné d'animation japonaise. Moi, j'étais pongiste quand j'étais plus jeune. J'en ai fait pendant quelques années en club,
J'ai même fait des compétitions et ça a été vraiment une activité très importante entre mes 10 et mes 15 ans. J'adorais ça et j'adore toujours ça d'ailleurs. Le fait voilà, de me replonger là-dedans, ça m'a carrément donné envie de me réinscrire dans un club de ping-pong. Donc là, je commence normalement à la rentrée en janvier dans le club de Paris 13. J'en suis vraiment ravi. Mais donc j'avais découvert à l'époque et j'avais trouvé ça génial. Mais ça m'avait pas forcément transcendé comme ça a pu me toucher aujourd'hui quand je l'ai revu ces derniers mois, parce que probablement que j'étais un peu jeune encore pour capter toutes les subtilités, notamment en matière de messages, de philosophie derrière la série. Évidemment, j'adorais la représentation du ping-pong qui est faite dedans, la fidélité, la rigueur avec laquelle la série même dépeint le style de prise de raquette, les matchs, voilà, la tension qui peut régner, la précision des coups. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'hommage à ce sport magnifique. Et donc moi, ça m'avait beaucoup touché aussi pour ça. Évidemment, la musique de Ushio, qui est absolument géniale, m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Mais c'est il y a quelques mois, donc peut-être même un peu plus, 1 an je dirais, je m'étais pris la fameuse édition en Blu-ray dont tu as parlé. Et c'était l'occasion de faire découvrir Ping Pong à ma compagne, Carole, et du coup on a regardé ensemble. Et c'est là, je pense que ça a vraiment fait tilt. C'est là que j'ai vraiment senti le génie de Yuasa sur la série. Et depuis, c'est une de mes œuvres favorites, tout médium confondu, on va dire. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important, donc j'en suis vraiment ravi aujourd'hui de pouvoir en parler avec toi. Je suis tout émoustillé et tout nerveux, parce qu'il y a tellement de trucs à dire et tellement de choses à aborder. Mais commençons par l'essentiel, pour les gens qui ne connaîtraient peut-être pas Ping Pong. Je vais vous décrire un petit peu l'intrigue. Donc Ping Pong, ça parle de 2 amis d'enfance, Peko et Smile, qui sont des surnoms, qui ont construit toute leur amitié autour du ping pong, qui pratiquent en fait depuis l'enfance, depuis leur plus jeune âge. C'est Peko, qui est un personnage assez extraverti, un peu dilettante, un peu insolent, qui au départ a fait découvrir ce sport à son ami Smile, donc qui est plutôt on va dire le complémentaire de Peko, quelqu'un de très introverti, de taciturne, qui tu sens qu'il a du mal aussi à s'affirmer. Dès le départ, en fait, ces 2 joueurs font preuve d'une prédisposition énorme au ping-pong, avec un style de jeu qui est très différent l'un de l'autre, puisque Peko est attaquant et Smile est défenseur. Et alors déjà là on voit qu'il y a une première couche d'analyse possible sur la psychologie et le caractère des personnages à travers le sport. Et donc la série se déroule à un moment où ils sont devenus lycéens, et où la motivation de ces deux camarades a drastiquement chuté, et surtout leur conception du sport a beaucoup évolué et elle est assez différente l'une de l'autre. Smile, lui, ne se voit pas comme un grand pongiste, donc celui qui est plutôt introverti. Il pratique uniquement pour passer le temps, hein, comme il le dit, en attendant la mort. Donc un côté un peu nihiliste. Le ping-pong, c'est vraiment pour lui une distraction au sens littéral. Il n'a pas d'appétit pour la compétition, il n'a pas d'appétit pour l'entraînement rigoureux. Peko, lui, bien que vraiment très talentueux, il joue plutôt en dilettante, il s'est reposé énormément sur son talent, il a gagné des médailles quand il était jeune, et pour lui la réussite au ping-pong ça dépend avant tout du talent. Donc pour lui, comme il est talentueux, il néglige l'entraînement, il sèche les cours au début de la série, il fait des paris avec des joueurs pour gagner de la thune en les battant en ping-pong. Et en fait, il y a un tournoi interlycée qui va se dérouler tout au début de la série et qui va les confronter à des adversaires vraiment redoutables, ce qui va les pousser tous les deux à changer d'attitude et de perspective vis-à-vis du sport. Donc ça, c'est un peu le pitch. Évidemment, il y a toute une galerie de personnages qu'on va développer. Donc ça c'est pour la série, mais à la base, Ping Pong, mon cher Karel, c'est pas une série animée, c'est d'abord un manga. Effectivement, c'est un manga qui date de 96, figure-toi, de Taiyo Matsumoto, donc qui était pré-publié dans le Big Comic Spirits au Japon, donc qui appartient à la maison d'édition Shogakukan, puis qui a été compilé en 5 volumes. En France, on l'a eu chez Delcourt, du coup, dans une première édition, et qui maintenant est réédité en 2 volumes prestige de 500 pages chacun. Intégrale, un peu classe. Voilà. Que tu as dans ta bibliothèque. Si tout à fait, je les ai achetés il y a quelques jours et je les ai dévorés.
très 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 beaux objets, pour le coup, en plus avec des petites annexes très sympas qui ont pu servir de source pour cet épisode, donc voilà, c'est plutôt bien. Et le mec, est né en 67, donc il approche, il a 55 ans en ce moment, et ce qui est marrant, c'est qu'il appartient à la même génération du coup que Masaki Yuasa, qui est né en 65 lui, donc il a plutôt 57 ans. Un peu comme Pharrell Williams, il ne les fait pas du tout. Ah, il fait super jeune, hein, c'est incroyable. C'est assez incroyable. C'est Pharrell, c'est le chapeau, lui c'est le bonnet. Oui, c'est vrai. Il a un petit totem, je pense que tu sais, il retire son bonnet, en fait, il prend 10 ans tout de suite. Tu vois, ouais, c'est probable. Voilà. Mais non, c'est assez ouf. Et pour le coup, ouais, alors Matsumoto, tu connais mieux que moi. Alors je connais pas non plus hyper bien, pour être honnête. Je connais surtout Ping Pong en fait, que j'ai vraiment adoré dans sa version manga, puisque je connaissais pas en fait, je connaissais l'animé, j'ai découvert le manga pour l'épisode, et il y a déjà beaucoup de choses en fait dans le manga. On va dire que l'essentiel du fond est déjà dans Ping Pong, le manga, et Yuasa va développer des choses, aller plus loin encore que Matsumoto, et apporter aussi sa patte d'auteur. Donc c'est pour ça qu'on va se concentrer sur l'animé, mais c'est quand même important d'évoquer le manga qui est le matériau source, puisque Matsumoto est connu en fait pour ce qu'il a fait connaître, c'est Amer Béton. C'est une série qui a été publiée en 93 chez le même éditeur, dans la même revue. Et ensuite, donc, pour la petite histoire, le responsable éditorial de la revue, qui s'appelle Yasuki Ori, avec qui Matsumoto travaillait, lui a demandé de faire un manga de sport, parce qu'il fallait absolument un manga de sport pour le succès en fait que généralement ces mangas-là parviennent à attirer à eux. Donc il lui a demandé donc, de faire quelque chose qu'il connaissait. Au départ, il voulait faire un manga de foot, puisque Matsumoto a fait du football, donc du soccer, hein, pas du foot américain, vraiment du foot comme on le connaît en Europe quand il était jeune. Le foot, voilà, il a fait le foot, il a joué au ballon. Sauf que, évidemment, en termes de dessin, c'est quand même assez compliqué de représenter 22 personnages sur un terrain. Donc il a très vite écarté cette idée pour... Oui, puis il faut dire que les Japonais sont pas tous d'accord sur la taille que fait le terrain. Il suffit de voir Olive et Tom d'un épisode à l'autre, c'est un peu compliqué. Donc, oui. Je devine que voilà, le challenge était peut-être un peu trop élevé. Donc ils se sont dit une table de ping-pong, au moins on est sûr à peu près de la taille que ça a. Voilà, exactement. Donc ils hésitaient entre le badminton et le ping-pong. Ils sont allés voir du coup à deux, donc le responsable éditorial Yasuki Ori et Matsumoto, un tournoi interlycée, tiens, comme par hasard, dans la région du Kanto, là où ils habitaient, et ils ont été complètement subjugués en fait par le niveau de précision, tout simplement la vitesse des échanges, voilà, la précision et le talent des joueurs à ce niveau-là en fait de compétition, qui est pas un niveau non plus monstrueux, hein, c'est un tournoi interlycée d'un pays, donc c'est pas le mondial de ping-pong non plus, mais ils ont vraiment été subjugués par ça. Et donc c'est à ce moment-là que le choix du ping-pong a été fait par Matsumoto et s'est imposé en fait assez naturellement. Il a rencontré un peu des joueurs et il a construit son intrigue de cette manière-là. Ce qui est intéressant dans le style de Matsumoto, c'est que il est beaucoup plus dans la précision. Il n'est pas dans la précision du trait justement. Il est beaucoup plus dans la composition, la déformation des visages pour créer quelque chose de très expressif. Et ça se retrouve évidemment dans l'animé de Yuasa, mais déjà dans le manga, il y a quelque chose de vraiment singulier et peut-être un peu repoussant au départ. Tu te dis waouh, c'est vraiment particulier comme style de dessin. Et en fait, ça prend sens. Dès que tu plonges ton attention dans le manga, ça fait sens. C'est-à-dire que les mouvements, la composition, le découpage des cases, etc., il y a quelque chose de vraiment extrêmement dynamique, extrêmement expressif, qui parvient à transmettre des émotions de façon hyper efficace. Et pour ça, Matsumoto est vraiment un génie, qui est d'ailleurs inspiré par la BD franco-belge. Il le déclare. Pour lui, ses inspirations, c'est Moebius, Enki Bilal, à qui d'ailleurs il fait un petit clin d'œil dans le manga, puisque un des personnages, donc Kazama, s'enferme dans les toilettes avant chaque match. Et dans le manga, en fait, tu vas avoir des graffitis sur les murs. Il y a notamment le nom de Moebius et de Enki Bilal qui se cachent dans ces graffitis, ce qui lui permet de faire un petit clin d'œil à ses inspirations. Bilal, énorme ref au Japon à cette époque-là, hein, dans les années 90. Suffit de voir, même le designer de Metal Gear Solid était un énorme fan d'Enki Bilal aussi. Ouais, à ce tout à moment-là. fait.
Comment Donc, s'appelait-il déjà Yoji Shinkawa. Ouais, Shinkawa, tout à fait. Donc effectivement, Bilal a vraiment une influence au Japon, et également sur Matsumoto, et même dans ses thématiques, on va retrouver quelque chose de l'ordre d'un travail sur la marginalité, dépeindre la société à travers un angle un peu, justement, un peu original, un peu marginal, et évidemment le passage à l'âge adulte qui est central dans son œuvre, notamment dans Amer Béton, que j'ai pas lu en entier mais que j'ai un peu feuilleté pour l'épisode. Et c'est vrai que évidemment la série Ping Pong de Yuasa s'appuie énormément sur ce matériau pour développer ces thématiques qui sont par moments les mêmes entre Yuasa et Matsumoto, ce qui en faisait d'ailleurs un réalisateur idéal pour l'animé. Je précise quand même quelque chose pour les gens qui se demanderaient vis-à-vis de l'adaptation, est-ce qu'on peut parler de fidélité, de trahison. Matsumoto a rencontré Yuasa donc, au moment de la décision de l'adaptation en animé, et il lui a demandé de ne pas être fidèle, il lui a demandé d'être surpris, il voulait être surpris, et il y a quand même beaucoup de choses qui ont été ajoutées, qui ont été changées par Yuasa, mais avec l'assentiment de l'auteur. Donc là-dessus, on peut pas lui reprocher d'avoir trahi le matériau. C'est vraiment en concertation avec Matsumoto que Yuasa a apporté vraiment sa patte à l'animé. Voilà. Justement, toute cette démarche que tu dépeins de croquer une période du Japon, une époque du Japon et une jeunesse japonaise, je trouve que ça marche vraiment très très bien. Tu l'as dit, hein, les personnages sont à la limite du monstrueux, très bizarrement dessinés, ils sont pas complètement avec nous, t'as l'impression, ils sont vraiment dans leur délire, et c'est ce qui permet aussi de les caractériser à fond, quoi. Je veux dire, c'est que ça faisait un moment que j'avais pas vu un casting de 5 personnages aussi fort. C'est-à-dire que, bon, alors dans l'animé, c'est que 11 épisodes. Dans le manga, c'est... Bon, alors, du coup, le format, c'est 2 tomes de 500 pages, mais même en 5 tomes, ce qui est quand même assez court. Réussir à raconter autant de choses avec simplement 5 personnages, c'est assez bluffant. Tu l'as dit, il y a Smile et Peko qui symbolisent donc un peu qui incarnent 2 visions différentes du sport. D'un côté, l'attaquant qui a une étoile sur sa raquette et sur son maillot, sur son polo. De l'autre côté, Smile qui a la lune, donc qui est plutôt dans le côté bresson de la force. Mais tu vas avoir plein d'autres personnages comme Ryuichi Kazama, qui est donc un peu le grand méchant, le boss final qui appartient au lycée Kaiyo, qui est donc le gros lycée surpuissant qui va un petit peu détecter des gens qui cherchent des nouveaux talents dans le fameux tournoi interlycée qui va démarrer l'intrigue. Tu vas avoir Sakuma, qui est un mec à lunettes, qui était un pote de Peko avant, mais qui du coup avait peut-être pas le même don, mais qui a travaillé très dur et qui s'est hissé au-dessus de Peko. Tu vas avoir un personnage venu de Chine, qui se fait surnommer China. Le traitement des gaijin, est-ce que c'est du racisme ordinaire ou au contraire une satire de ce type de racisme ordinaire? Compte tenu de l'arc de rédemption du personnage, j'aurais plutôt tendance à y voir une satire des préjugés qu'on calque sur les persos. D'autant qu'en plus, tous ces noms qu'on leur donne, Smile, Peko, Dragon pour Kazama, Demon pour Sakuma et China pour Kong, du coup, qui est le mec qui vient de Chine. Oui, Konowenga. Les noms qui se donnent vont changer de signification au fil de l'œuvre. Tu vas voir, au début, c'est des noms qui leur sont imposés. C'est une punchline que je tiens de Doctor Who, donc que je garde un petit peu, mais c'est dans l'épisode The Name of the Doctor, si je dis pas de bêtises. Le docteur dit un nom que tu choisis est une promesse qui t'engage vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de toi-même. Et typiquement, le personnage de Smile, qui au début est un peu introverti, découvre le ping-pong un peu parce que quelqu'un d'autre, le personnage solaire qu'est Peko, lui dit mais viens jouer au ping-pong, c'est super. Smile, au début, Smile, c'est je dois sourire. Enfin, vas-y, souris, et on voit que tu souris quand tu joues au ping-pong, donc souris tout le temps en fait. Joue au ping-pong pour sourire. Peko, alors je sais plus quelle est la symbolique de Peko. Je sais pas, c'est pas Claque mais Peko, mais. Ah, le nom du personnage, c'est lié à des friandises. C'est
C'est une marque, je crois. Bon, Ryuichi Kazama, il y a Ryu dans le nom, c'est dragon. Oui, évidemment. ça c'est oui. Et voilà, Akuma, c'est, il me semble, c'est le démon, un truc comme ça. Le démon, exactement. Et China, voilà. L'arc de China, on pourra rentrer un peu dans le détail après. Mais disons, tous ces personnages-là concentrent, qui est peut-être la question la plus tarte à la crème du manga de sport, c'est quoi l'inné, c'est quoi l'acquis, et comment est-ce que finalement la grande arène du manga sportif permet de confronter ces deux questions. Est-ce que typiquement le fait qu'un personnage comme Sakuma dépasse Peko au fil des années par son effort et son travail, par son effort donne plus de valeur à son approche du sport que Peko qui a juste du talent, ce qui n'est rien de plus injuste que le talent, là où justement l'effort c'est quelque chose peut-être de juste, en tout cas de méritocratique. Typiquement tu peux confronter Rock Lee et Sasuke, tu vois, par exemple, c'est à peu près le même antagonisme. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que en fait, Ping Pong, avant d'être une histoire de Ping Pong, c'est une histoire de personnages. Chaque personnage va incarner un système de pensée, une vision du monde. Et l'ultime message de la série, sur lequel on va revenir évidemment en détail, c'est qu'en confrontant sa vision du monde à celle des autres, à travers le duel sportif ici, c'est vraiment l'incarnation de cette confrontation, le ping-pong, le match. C'est en faisant cette confrontation qu'on peut apprendre des autres, finir par trouver la paix intérieure et donc le bonheur. Et tout le parcours des différents personnages, ça n'est que la mise en application de cette idée-là dans l'intrigue, dans une intrigue de sport. Et c'est vraiment passionnant parce que Ping Pong est à la fois un manga de sport, mais en même temps qui réussit à transcender le manga de sport en ayant une réflexion beaucoup plus profonde sur les valeurs liées au sport, les thématiques récurrentes. Ce qui est passionnant aussi, c'est que c'est un animé sportif qui va pas aller chercher du côté du neketsu. Donc le neketsu, c'est littéralement sanshō en japonais. C'est ce fameux procédé narratif qu'on trouve dans les shonen où le personnage va se dépasser avec l'aspect quête initiatique, les valeurs de l'amitié, etc., le goût de l'effort, le dépassement de soi. Ping Pong puise un peu là-dedans, mais va jamais aller dans la caricature. On peut avoir l'impression parfois que la série joue avec ses codes, mais en réalité, c'est toujours pour raconter quelque chose de plus intéressant, de plus profond. L'idée, c'est avant tout, pour moi, d'esquisser des personnages, des caractères, vraiment des puissances brutes, saillants, vraiment, qui sont limite caricaturaux au départ, dans l'objectif ensuite de les amener à se confronter pour dire quelque chose de cette idée de compromis, de mêler sa vision du monde à celle des autres pour atteindre quelque chose qui serait une sorte de paix intérieure, voilà, de bonheur ultime. Et tout le parcours des persos, c'est ça dans la série. Mais je te propose du coup de rentrer un peu dans le détail de ces parcours qui sont véritablement passionnants. Par quoi tu veux commencer quel est le personnage que tu as préféré, toi, mon cher Karel ? C'est compliqué à décider, hein, j'avoue. Alors moi, pour le coup, moi, si on parle sur le plan de l'identification pure, Smile, forcément, c'est le personnage qui m'a le plus parlé. Ne serait-ce que parce qu'il, c'est un personnage qui a traversé du harcèlement scolaire, qui cherche un peu sa place, qui se réfugie dans des tâches un petit peu monotones, mais qui le distrait de questions peut-être un peu plus noires. Dans le manga, c'est un Rubik's Cube, dans l'anime, c'est une Game Boy. On développera ça davantage après. Comment est-ce que tu... à défaut d'avoir ton endorphine quand tu fais du sport, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie ? Voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Après, j'ai quand même été très très touché aussi par le personnage de Dragon. Dragon, c'est vraiment un personnage qui est ultra antipathique quand tu le vois au début. Vraiment, je me dis, mais c'est qui ? Enfin, voilà, c'est la caricature justement du méchant de manga de sport qui est le génie, le prodige, qui regarde tout le monde de haut, qui est etc., méprisant, Alors, qui est méprisant, mais qui en même temps, tu vois, une logique, enfin, qui assume sa logique aristocratique jusqu'au bout, vraiment, c'est-à-dire, il y a les meilleurs, et comment dire, j'ai mon code de conduite, mon système de valeurs, et quand je vois que quelqu'un est compatible avec ce système de valeurs, je vais le chercher et l'arracher au pouilleux pour qu'il rejoigne la caste. Oui, totalement. C'est ce qu'il veut faire d'ailleurs avec Smile. Il va aller chercher... Parce qu'en fait, du coup, Kazama, c'est le champion des champions. Hein. C'est à la fois le méchant et c'est un génie, comme tu l'as dit. Il vient du lycée Kaio,
qui est réputé pour son élitisme, son enseignement du ping-pong extrêmement rigoureux. Et c'est aussi le petit-fils du directeur du lycée, qui est lui-même un ancien joueur de très haut niveau, qui était considéré comme un grand joueur. Kazama, c'est le génie de sa génération, il domine tout le monde, comme tu l'as dit. Mais il y a quelque chose de plus derrière ce personnage, quand même. Tu vois, il y a quand même cette idée du traumatisme, déjà, qui est esquissée assez tôt. On comprend qu'il a vécu un traumatisme avec la mort de son père, qu'il appréciait pas, qu'il détestait même. On le voit dès le premier ou deuxième épisode, il s'enferme toujours dans les toilettes avant un match. Et sa vision du sport est très particulière. Il la voit vraiment comme un sacerdoce, c'est-à-dire il se pose pas la question de pourquoi il joue, est-ce qu'il prend du plaisir. Pour lui, c'est comme ça, tu vois, il joue, c'est une raison de vivre à travers l'effort, la souffrance en fait. Il y a cette métaphore de Sisyphe que je trouve géniale, je la mets partout, mais là elle est littéralement dans la série, puisque il gravit chaque jour. Pour lui, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de moyen d'être meilleur rapidement, il n'y a pas vraiment, il y a des talents qu'on doit faire fructifier en gravissant la montagne chaque jour par son effort. Bah, la fameuse la montagne de douleur de Jeanne Masse, hein, c'est voilà, Jeanne Masse avait tout dit. Non, voilà, grand fan de Jeanne Masse ici. Mais oui, effectivement, c'est l'interaction entre les deux personnages qui m'a vraiment fasciné, parce que comment tu vois l'un est la forme finale de l'autre quelque part. Dragon, c'est vraiment un smile qui irait au bout de sa logique. Et en même temps, voilà, c'est la remise en question de ces deux personnages qui se retrouvent en plus à la fin sur la plage, ouais. Sur la plage, et qui font leur autocritique, et qui de manière apaisée. Et finalement, ce que je trouve très beau, c'est cette façon de synthétiser comment dire, quand t'es au sommet, comme un mec comme Kazama, tu vois, plus tu montes, plus tu as à perdre en fait. Et ça, je trouve, c'est vraiment très très bien fait, c'est que plus au début, tu as tes petites victoires qui peuvent t'apporter quelque chose de positif, ou que ce soit même en estime de toi, etc., de reconnaissance vis-à-vis des autres, mais plus tu montes, plus tu as peur de redescendre en fait. Et au final, tu vois qu'un personnage comme Dragon est paralysé. Il joue au ping-pong non pas par envie de gagner, mais par peur de perdre en fait. Et ce moment où la peur de perdre et la peur d'échouer devient plus forte que le reste, c'est là que tu rentres dans une logique d'autodestruction, et c'est là justement que les autres personnages qui t'ont peut-être un peu plus parlé interviennent et contrebalancent ça, et avec finalement le message de fond de l'œuvre qui est à quoi bon faire du sport si on n'y trouve plus de plaisir. Et c'est là que tu vois des personnages comme China, pareil, qui est Peko, obsédé hein. par le... Même Peko, oui, mais j'allais te renvoyer la balle vers Peko, mais... Sur ce que tu disais de Kazama, avant qu'on passe à Peko et Kon, c'est pas fascinant, parce que justement, cette idée de spirale qui devient autodestructrice, en fait, elle est raccord, et c'est là où le manga aussi est génial, et où Yuasa puise vraiment quelque chose déjà d'un matériau brut, purement génial. C'est que en fait le dragon, qui est le symbole de Kazama, donc de Dragon évidemment, c'est à la fois un symbole de puissance, d'ancienneté, c'est une figure un peu terrifiante dès le départ, on en a peur par son pouvoir de destruction, mais c'est également le dragon, une version dérivée de l'Ouroboros, qui est un serpent qui se mord la queue, donc le fameux cercle du serpent qui se mord la queue, qui finit par se dévorer littéralement, à l'image de Kazama, qui se dévore lui-même, qui s'autodétruit par l'effort, par la souffrance qui en résulte. Donc c'est là où tu vois qu'en fait rien n'est laissé au hasard dans les choix d'analogie et de symbolique sur les personnages, et où c'est purement génial. Mais donc ce qui va permettre d'apaiser le dragon, c'est notamment Peko, qui est le héros, le personnage central de la série, qui va quand même passer par un parcours assez compliqué, puisque on l'a dit au départ, il est dans une espèce de vision du sport purement talentueuse, il a une prédisposition, il est génial, il dit qu'il veut devenir champion du monde quand il est petit, mais il a un comportement détaché et immature vis-à-vis de son implication dans cette activité, et en fait, en perdant contre Kon, puis contre Sakuma, il se rend compte qu'en laissant son talent en jachère, en ne le faisant pas fructifier, c'est la défaite qui l'attend. Il comprend alors que déjà il arrête parce qu'il est dépité, et il va se passer quelque chose d'assez important, c'est que il va être au fond du trou, il va faire carrément une tentative de suicide, il va se jeter dans l'eau,
avec Sakuma qui l'accompagne. Et Sakuma va le sortir de l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'il va comprendre qu'en fait, il doit cultiver son don pour s'épanouir. Et son symbole, plusieurs fois dans la série, on le voit, c'est la mouette. Il y a évidemment l'étoile qui est sur son maillot et sur sa raquette, mais il y a également la mouette, notamment au moment où tu le vois sauter dans l'eau. Il regarde le ciel, il y a une mouette. Et en fait, ce qui est intéressant avec la mouette, c'est que c'est un animal qui est à la fois lié au ciel et à la mer. Et en fait, dans Ping Pong, le ciel et la mer, c'est deux allégories qui se répondent. Le ciel, c'est l'allégorie de l'émancipation, de l'envol, évidemment, vers le bonheur et l'appréciation, l'amusement du sport et les sommets. Et la mer, évidemment, c'est une métaphore de la dépression, comme l'eau l'est souvent également. Et en fait, le choix de cet animal pour Peko, lié à ces deux univers terrestres et marins, ça renvoie au caractère vraiment brut et en puissance de Peko. Pour moi, c'est un personnage qui a un potentiel, c'est un potentiel pur. Il peut aussi bien le transcender que le laisser sombrer, comme lorsqu'il se jette à l'eau d'ailleurs et que Sakuma est obligé de le sauver. Et ensuite, justement, il va comprendre qu'il doit faire fructifier et grimper, regrimper à nouveau voilà, la montagne pour arriver au sommet et s'envoler avec le match contre Kazama. C'est justement contre Kazama que Kazama comprend justement contre Peko qu'on peut prendre du plaisir aussi à ce sport et qu'il y a une raison pour laquelle Yutaka Oshino Peko joue. Ce pentagone dramaturgique, si je me permets l'expression. Totalement, bien vu. Voilà, les 5 personnages, voilà, c'est vraiment un bilan de force entre ces 5 personnages qui se reconfigurent en permanence et qui fait que Ping Pong, alors que pourtant il n'y a rien de plus bête, tu as 2 personnages en face-to-face avec une table. Et finalement ça pourrait être très bête, ça pourrait juste être Pong, tu vois, un plan fixe avec des persos qui font pack comme ça, mais l'œuvre par sa mise en scène, par sa mise en image, d'abord par sa composition de page, te fait redécouvrir à chaque page que tu tournes la table, l'unité de lieu qu'est la table sous un angle différent, à la manière que les 5 personnages, tu vas tout le temps les redécouvrir sous un angle différent. Parce que c'est hyper dynamique, vraiment sur le plan psychologique et visuel, le fond, la forme, tout ça, c'est hyper dynamique et du coup on arrive justement à voilà, une vision. On traverse énormément de péripéties sur c'est quoi l'échec, c'est quoi la perte, c'est quoi tout est dans le monologue de l'entraîneur de Joe. La défaite, les échecs, la perte, tout ça, je vais t'apprendre le goût que c'est, parce que sinon tu ne pourras jamais réellement comprendre ce que c'est que le sport et le ping-pong. C'est le moment où il essaye d'apprendre la volonté, ce qu'il y a de plus dur à apprendre à quelqu'un, à Smile. Parce que tu as des gens qui ont la niaque et qui n'ont pas le talent, comme Akuma, parce qu'il voilà, il est astigmate et du coup il ne pourra jamais atteindre un niveau supérieur. À l'inverse, voilà, des mecs comme Smile qui ont un talent dormant mais qui ont une vision totalement désillusionnée de la vie ou désenchantée, et du coup comment est-ce que tu apprends la niaque à quelqu'un? Est-ce que ça peut s'apprendre en fait? Et non, pour le coup tout est dans le monologue de l'entraîneur, mais toujours est-il que même si Smile dépasse ça, apprend la volonté, il n'aura pas appris le plaisir au passage. Et le plaisir, c'est ce qui arrivera en dernier via Peko justement. Et au final, c'est parce que l'un aura appris la niaque et l'autre, les deux auront appris la niaque à leur manière, qu'ils vont pouvoir trouver du plaisir à reprendre, à rejouer ensemble avec cette finale absolument incroyable. Et au final, voilà, cette idée que la défaite n'est pas un obstacle ou un passage obligé vers la victoire, mais c'est plus la condition pour chaque personnage d'un apaisement, d'un assainissement même du rapport au sport et à la compétition, et un chemin vers la paix intérieure et le bonheur. Et même, tu vois, genre un personnage comme Dragon qui a des cheveux, alors il a pas de cheveux, c'est un bonze le gars, son lycée, Caillot, ils ont tous le crâne rasé, etc. Limite, tu vois, le fait qu'il médite dans les chiottes, on pourrait s'imaginer que c'est un bonze qui médite sous sa cascade, tu vois, mais c'est montré sous un angle tellement misérable, parce que le mec, il sait pas, il est emprisonné tellement là-dedans que il y a aucune majesté dans ce geste de méditation, tu vois, c'est vraiment un truc bas, et au final, il se retrouve justement dans un espace ouvert avec Smile, justement avec la plage, où le ciel et la mer peuvent se rejoindre à l'horizon, quoi.
Ouais, c'est ça qui est absolument fascinant C'est superbe. dans le manga déjà, parce qu'il y a déjà tout en fait sur les personnages, la puissance des personnages et les visions du monde qui s'entre-nourrissent. Et un point sur lequel je trouve que le manga est peut-être encore un petit peu plus axé en fait à un élément qui est plus développé presque dans le manga que dans l'animation, qui va aller chercher plus du côté des symboles visuels. Évidemment, c'est le propre au médium, hein. Et on va s'y jeter après. Avec grand plaisir, c'était le but. Moi, je trouve que ce qui est vraiment réussi également dans le manga, c'est le portrait de la société japonaise à travers ses personnages, à travers ce milieu, ce microcosme du ping-pong, qui est en soi une fenêtre sur la société. Les conflits individuels, qui sont aussi des conflits politiques, donc ces visions du monde peuvent aussi se transposer à des visions politiques. La pression que la jeunesse ressent, voilà, mise par les adultes à réussir, cette pression à se trouver une raison de vivre, est traitée dans le manga. C'est d'ailleurs le monde des adultes en fait qui vient instiller comme ça la compétition au sein de ce monde qui est purement ludique au départ de l'enfance. Tu vois, c'est un peu une sorte de perversion, je trouve, qui est assez intéressante et développée dans le manga. C'est qu'au départ, le rapport au ping-pong, c'est un rapport purement ludique, naïf, enfantin. Il y a quelque chose de vraiment pur dans ce rapport. Et en fait, c'est avec la compétition que viennent les premières perversions. Et en fait, comme tu l'as dit, Karel, ce qui permet au sport d'être sain, c'est la condition sine qua non de cet assainissement du rapport au sport, c'est que ça reste un jeu, ça reste un amusement, une source de plaisir pour celui qui le pratique, et non pas purement de la souffrance comme ça peut l'être pour Kazama, ou même à une pression monstrueuse qui repose sur les épaules de Kon, puisque lui, donc on l'a dit, c'est le joueur chinois qui perd un match décisif en Chine et qui est obligé de s'exiler au Japon, et qui en fait pour lui le ping-pong c'était une condition pour subvenir aux besoins de sa famille, et c'est également la réussite au Japon, une condition pour qu'il puisse retourner dans son pays. Donc il y a une pression monstrueuse qui, je trouve, se transpose bien avec la pression qui est mise sur la jeunesse dans la société japonaise, mais pas que hein, d'ailleurs, à se trouver une place. Et la bonne place, absolument la bonne place. Et ce qui est vraiment intéressant avec le personnage de China, là-dessus, effectivement, qu'on n'a pas encore vraiment abordé, mais c'est le côté que, oui, effectivement, c'est une pièce rapportée de Chine, et qui, du coup, a un regard totalement extérieur sur la société japonaise et ce qu'elle fait de ses gamins, en fait. Et du coup, t'as tout ce côté aliénant, justement, que tu décris, avec ce côté, on va créer de la standardisation chez les mômes en leur apprenant la compétition, etc. Lui, il voit ça de l'extérieur en disant, mais en fait, ils apprennent à leurs gamins à faire exprès de perdre. Ah oui, au début dit ça. Pour lui, lui, il a une niaque et un boulard aussi monstrueux, parce qu'il a un complexe de supériorité. Du fait qu'il est joueur chinois et que c'est le meilleur pays du monde en termes de ping-pong. Ouais. Voilà, et puis que voilà, c'est l'un des pays fondateurs de la discipline, et puis voilà, bon, il y a évidemment tous les antécédents diplomatiques entre la Chine et le Japon en 95, on va dire, qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais pour le coup la situation s'est un peu inversée, mais voilà, comment dire, t'as vraiment une revanche à prendre à pas mal de niveaux. T'as tout un background géopolitique qui est pas traité frontalement, mais qui quand même est présent. En filigrane, du fait des nationalités, ouais. Tout à fait. Ouais. Exactement. Et ouais, Kong, pour lui, le ping-pong, c'est un moyen, en fait. C'est pas une fin, il joue pas pour jouer au ping-pong, il joue pour atteindre autre chose. Et cet assainissement du rapport au sport viendra justement à partir du moment où il va perdre. Il va perdre, et il va comprendre que... comment dire, il peut trouver du plaisir à partager son talent avec les autres, et c'est pour ça aussi qu'il va, lors du réveillon de Noël, se trouver une place au milieu du collectif et dépasser uniquement son culte purement individualiste de « je veux rentrer à la maison, je veux redevenir le meilleur », etc. Donc voilà, effectivement c'était important qu'on s'arrête un peu sur China, ouais, complètement, avant ouais. d'entrer avant de parler donner de la parole l'adaptation à Masaki Yuasa, qui trépigne d'impatience dans le coin, là je le vois sur le banc, avec son bonnet là, il fait c'est mon tour là. Voilà. C'est mon je veux jouer. Non mais Kon, moi il m'a touché vraiment énormément. D'ailleurs, ce que j'adore aussi dans la série animée, puisqu'on va y venir, c'est qu'il n'hésite pas à montrer les personnages en train de pleurer
les personnages dans leur moment de vulnérabilité, dans leur intimité. T'as beaucoup de moments voilà, de flashback où tu vois Kon qui repense à sa mère quand il est dans le train, qu'il est en train de pleurer. Enfin, voilà. Et ce que je trouve vraiment fascinant aussi et très beau avec ce personnage, c'est que, comme tu l'as dit, il dépasse son obsession perso pour devenir un coach et transmettre aux autres. Et bon, il y a la scène du karaoké, les scènes du réveillon qui est magnifique. Mais même la fin, en fait, quand tu vois le parcours du personnage, justement, la défaite, comme tu l'as déjà évoqué, ça n'est pas juste, comme dans les animés de sport Neketsu, un moyen d'atteindre la victoire. Tu vois, un obstacle nécessaire. Là, c'est vraiment une condition de sa remise en cause qui va ensuite lui permettre d'atteindre une forme d'apaisement, une forme de sérénité et de trouver sa place en fait, puisque à la toute fin, c'est très furtif, mais on voit un journal où en fait on apprend qu'il a été naturalisé japonais, donc il a fini par trouver sa place et à l'accepter et à être bien au Japon, et il rejoint l'équipe nationale japonaise, il participe aux Jeux Olympiques, mais toujours dans cette logique plus collective qu'individuelle. Donc voilà, la défaite lui a permis d'atteindre cette paix intérieure. Matsumoto est crédité, je pense. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aborder frontalement le travail de Masaki Yuasa. Je te propose, mon cher Karel, de me parler un peu quand même de ce personnage qui commence maintenant à avoir quelques années de carrière derrière lui et qui voilà, a une certaine notoriété internationale. D'où vient-il ce Masaki Yuasa quelle est sa philosophie de création ? Bah alors grosso modo, alors Yuasa, il appartient à la même génération que Matsumoto, hein, il a 2 ans de plus que lui, donc il a 57 ans aujourd'hui, comme on le disait, il ne défait pas. Il se passionne pour l'animation très très jeune, et il va avoir en fait le déclic en allant voir Le Château de Cagliostro, donc qui est un film adapté de Lupin the Third, réalisé par Hayao Miyazaki, sorti en 79. Donc il était au collège et ensuite il va faire des études d'art à l'université industrielle de Kyushu, pour rejoindre le studio Ajiado en 87, au sein duquel il va travailler sur Doraemon, les films surtout, mais surtout la série Crayon Shinchan, dans laquelle il va vraiment faire ses armes et s'éclater avec le style très, très atypique de la série. Qui permet d'expérimenter énormément de choses dans la déformation des perspectives, etc. Quelque chose de aussi, très alternatif d'emblée en fait, hein. Ça c'est important de le vraiment, dire. Vraiment, et Shinchan, si vous connaissez pas, c'est le Titeuf japonais mais avec les potards à 12. Vraiment, c'est... Voilà, c'est vraiment à mourir de rire, voilà. Ouais, j'adore Shinchan. Et en gros, en 97, il va rencontrer Koji Morimoto, donc, qui est quand même le directeur de l'animation de Akira, rien que ça. Et il va quand même commencer à travailler sur des courts-métrages, et en 2004 il va réaliser l'adaptation d'un manga qui s'appelle Mind Game. Donc c'est là qu'il va réellement percer, son style est complètement fou, enfin le film surprend tout le monde, et très vite il va être intronisé parmi les grandes figures de la Japanimation alternative de cette époque-là. En 2007, il va participer à un omnibus qui s'appelle Genius Party avec Shinichiro Watanabe, donc le mec qui a fait Cowboy Bebop et Samurai Champloo. Il avait déjà travaillé avec Watanabe sur Samurai Champloo, notamment la baston dans le champ de cannabis. C'est lui qui l'avait animé. Et voilà, il me semble qu'il a bossé avec lui sur Mind Game aussi, sur la musique. Oui, effectivement, vite fait. Et du coup, il va travailler avec Mairo Maeda, Shoji Kawamori, enfin voilà, pas mal de monde. Il va faire pas mal de séries, Kemonozume, Kaiba et Tatami Galaxy, avant de fonder son studio Saiyan Saru en 2013 et de faire Ping Pong en 2014. Voilà, donc Ping Pong, c'est un peu le moment où... voilà. Il est au sommet, quoi. En fait, c'est le moment où il prend son autonomie vis-à-vis de l'industrie. C'est-à-dire qu'effectivement, il continue d'écrire, de travailler sur les histoires des autres. C'est quelque chose qu'il va continuer de faire, hein. Je veux dire, Ping Pong, c'est une adaptation. Mind Game, c'était une adaptation. The Tatami Galaxy et Nighty Short World Can Girl, ce sont des adaptations de romans de Tomohiko Morimi. La Submersion du Japon, pareil, c'est une adaptation. Eizouken, c'est une adaptation. Finalement, voilà, c'est Devilman Crybaby, pareil. Enfin voilà, il continue d'adapter, mais toujours avec un regard extrêmement singulier
Sur ce qu'il adapte. Sur ce qu'il adapte et sur ce que c'est de mettre en image, de mettre en animation, d'animer des choses, de donner vie à l'immobile en fait. C'est vraiment quelque chose qui va l'habiter, et c'est aussi peut-être pour ça que Ping Pong ne va pas uniquement s'appeler Ping Pong, mais il va s'appeler Ping Pong The Animation. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mise en abîme, de ce que ça implique d'animer des choses, et de ce que c'est pour lui d'animer des choses à l'écran. Et donc le traitement du sport va aussi servir, mise en abîme du traitement de la création. Et le sport, la perfection du sport, c'est travailler son style, justement, travailler sa technique. Et qu'est-ce que l'art, sinon le travail du style et de la technique aussi. Donc du coup, tu vas réellement avoir un rapport à ça. Et donc on a pas mal parlé du fond du manga jusqu'à maintenant. Donc on va évidemment pas revenir dessus pour parler de l'animé, parce qu'il adapte quand même beaucoup de choses de façon, on va dire, très fidèle, mais en même temps, le diable étant dans les détails, va y avoir des apports un peu différents, sur le fond, et sur la forme. Et sur la forme aussi, parce que justement, le manga travaillait déjà cette espèce d'observation du ping-pong. On va observer des corps en mouvement pour le traduire sur une planche. Mais Yuasa va aller plus loin, parce qu'effectivement, il va garder cette philosophie-là, mais adapter justement à la mise en mouvement. Une démarche qu'on retrouvera d'ailleurs dans sa série Eizouken plus tard, où un personnage va s'entraîner à jeter de l'eau avec une petite tasse par la fenêtre, pour reproduire le geste de sa grand-mère qui jetait une tasse de thé pas finie par la fenêtre, en gros. Et il va essayer d'animer cette eau qui part comme ça, et de reproduire le mouvement en boucle, jusqu'à faire la meilleure animation clé possible. Et tu vas avoir vraiment cette approche-là dans Ping Pong, avec en plus ce travail de la déformation du corps et de la perspective que Yuasa adore. Et pousse vraiment dans ses retranchements, beaucoup plus encore que dans le manga, vraiment. Ouais, bien sûr. Et c'est ce qui fait que déjà dans Mind Game, t'avais ça, cette espèce de course complètement folle. Où les corps se déforment, les personnages ont des designs différents au fil de l'histoire. Ce que je trouve fascinant, c'est que, comme je le dis souvent, le forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Et Yuasa l'a bien compris, puisque en fait, il utilise de manière extrêmement précise et extrêmement efficace son outil, son médium qui est l'animation, pour transmettre des émotions. Et il y a quelque chose aussi qu'on a souvent attribué à Yuasa, qui est dans Mind Game, qu'on retrouve aussi un peu dans Ping Pong, même dans Devilman, ce côté ultra expressif qu'on pourrait qualifier de psychédélique, mais que lui réfute. C'est un expressionnisme psychédélique. Moi, c'est ce que je trouve. C'est-à-dire que tu as une démarche expressionniste au sens allemande du terme, c'est-à-dire que la mise en scène reflète l'état mental des personnages, et tu vas t'autoriser des extravagances dans la construction de l'image, du décor et du langage corporel pour exprimer le fond de la vérité du personnage, quitte à trahir toute vraisemblance. Là où, et justement c'est là que le potard est mis, là où Fritz Lang mettait le potard à 10 dès le départ, lui il va foutre le potard à 12 en rajoutant le psychédélisme propre à l'animation et surtout à l'héritage des années 70. Mais en même temps, ce que je trouve assez intéressant, tu vois, c'est que on le perçoit comme ça, mais quand t'écoutes Yuasa, j'ai écouté du coup la masterclass qu'il a donnée en 2022 pour la sortie de son dernier film Inuo au Festival d'Annecy. Il réfute le terme psychédélique. Pour lui, c'est simplement une manière de retranscrire l'intensité d'une émotion de la façon la plus appropriée avec son médium et son outil qui est l'animation, et donc aussi la couleur, qui est importante chez lui et qui, pour le passage d'un manga à une série animée, est fondamentale. Et on le verra avec Ping Pong, le choix des couleurs est essentiel et véritablement important, vraiment central. Ce qui est intéressant, c'est que pour lui, qu'on a souvent qualifié de psychédélique, le terme n'est pas adapté. Et un autre point, c'est que on pourrait se dire il a un style. Tu vois, ping-pong, les corps déformés, le travail sur le mouvement, vraiment plus que sur la précision du trait. Et en même temps, quand tu regardes sa filmographie, tu te rends compte que beaucoup de ses œuvres ont des styles de dessin, des styles même d'animation assez différents. Et lui, en fait, explique que il n'a pas vraiment de style. Ce qui l'importe, c'est de s'adapter à l'œuvre qu'il adapte,
tout en gardant ces thèmes et ces threads, quoi, les points névralgiques qui le caractérisent, qui vont se transposer dans chacune de ses œuvres, notamment, comme tu l'as dit, la déformation des corps, l'expressivité avec les couleurs, l'aspect frénétique aussi parfois du montage et du cadrage. Voilà, donc il y a quand même des points d'analyse qui se retrouvent dans toutes ses œuvres, mais chaque œuvre de Yuasa a vraiment sa personnalité qui est à la fois liée à l'œuvre qu'il adapte et en même temps à l'émotion qu'il essaye de transmettre, qui est différente évidemment dans chaque projet qu'il a porté, quoi. Et c'est ce qui fait la noblesse d'ailleurs de Yuasa, c'est que c'est quelqu'un qui pourrait s'emmurer dans un style pour en faire une espèce de marque de fabrique, une valeur sûre. Comme tu disais David Lynch dans nos échanges en off. Alors alors Lynch, je mets un peu d'eau dans mon vin quand même, parce que je connais moins sa filmographie que celle de Yuasa, mais voilà, disons qu'il y a pas mal de monde qui ont reproché à Twin Peaks saison 3 ça, c'est-à-dire le fait que Lynch fait du Lynch parce qu'il est conscient de ce qui fait son style, il adapte ce qu'il raconte à ce qu'il a envie d'expérimenter stylistiquement, là où au contraire, Yuasa va avoir justement la noblesse de se mettre au service. De mettre son style au service de ce qu'il a besoin de raconter en fait. Et c'est ce qui fait que chacune de ses œuvres, lui donne une occasion aussi de réinventer son style, dans la mesure où il connaît ses outils, il a sa boîte à outils, il la connaît par cœur, il la maîtrise, mais justement il va s'amuser avec cette boîte à outils en trouvant des nouvelles façons de travailler avec à chaque fois, quoi. Et ça met en abîme le fait que tu as des personnages de ping-pong qui maîtrisent leur discipline, mais qui se heurtent à un mur tant qu'ils ne comprennent pas que cette discipline, même si tu maîtrises ta boîte à outils, tant que tu t'amuses pas avec, tu vas pas au bout, en fait. C'est une boîte, mais tu t'en sors pas, en fait, tu sors pas de la boîte. Et think outside of the box, voilà, un petit idiomatisme comme ça, c'est totalement improvisé, hein, vous pouvez vous pouvez t'étirer à boulet rouge dans les commentaires, il n'y a pas de problème, mais non, mais il y a vraiment de ça en fait, et c'est pour ça que même le volet autoréflexif pour moi va encore plus loin que ça en fait, c'est-à-dire que tu as déjà cette mise en abîme, ce parallèle entre la création artistique et le sport, mais tu vas avoir aussi une mise en abîme là c'est une interprétation pure, hein, mais il y a un truc qui est vraiment pas anodin, c'est que Ping Pong, on est au moment où Yuasa crée son studio Saiyan Saru, et pourtant Ping Pong n'est pas produit au sein du studio Saiyan Saru. Saru assiste à la réalisation de la série, mais ce n'est pas en inside. Il va produire la série chez Tatsunoko, qui est un studio majeur de l'histoire de la Japanimation, qu'on connaît un peu à la marge chez nous, mais en gros c'est un studio qui s'est spécialisé dans les séries animées de super-héros et de tokusatsu. Des robots, quoi. Enfin, des robots, oui, des mechas, robots géants, on va etc. avoir la série La Bataille des Planètes qu'on a eu chez nous, donc c'est Gatchaman au Japon, si je dis pas de bêtises, ou Yatterman, j'ai un doute. Voilà, mais en gros, vous avez surtout Caserne, qui est l'une des séries les plus importantes du studio, qui est l'une des plus connues. On va avoir Karas aussi, qui est sorti dans les années 2000, qui était l'une des séries pionnières de la CGI dans l'animation japonaise. C'est un studio qui est vraiment important, et vous pouvez retrouver même à tel point que Capcom a fait un jeu versus Tatsunoko versus Capcom, ils en ont fait même 2 sur Wii. Le premier est sorti chez nous, pas le deuxième, donc vous pouvez retrouver tout le bestiaire de Tatsunoko dans ce jeu, c'est même l'un des jeux les plus sous-cotés de la Wii, donc allez-y. Mais c'est un studio donc véritablement historique, qui a une importance majeure dans le milieu, qui date des années 60 même. Qui date des années 60, et l'une de ses premières œuvres majeures, c'est Speed Racer. Ouais. Justement. Qui travaille aussi dans l'adaptation des Wachowski qu'on connaît, cet aspect un peu psychédélique, en tout cas extrêmement intense, avec des couleurs, de la mise en scène très frénétique. Et justement, c'est là où je veux en venir, c'est que le manga Ping Pong est sorti au moment de la décennie perdue, c'est-à-dire vraiment après l'explosion de la bulle en 93. Et donc c'est un manga qui parle aussi de ce spleen qui gagne la société japonaise, et qu'est-ce qu'on va faire de nos jeunes maintenant que leur avenir leur a été en partie volé. Donc ça va être traité sous l'angle de l'emprise et de la dépossession dans Evangelion, et tu vas avoir c'est plus une forme de spleen un peu enfin moi en voyant Ping Pong, j'avais maté l'animé avant de lire le manga, j'avais l'impression de voir un peu un délire à la Trainspotting, ce côté un peu flottant, le côté marginalisé aussi, ouais, on traite la société par la marge, quoi. Et le fait même que t'aies de la techno en bande-son, tu vois, enfin, cette espèce de vitalisme inhérent à cette musique-là, mais qui crée un décalage avec l'espèce de flottement du quotidien. Je trouvais qu'il y avait vraiment un truc vraiment très fort là-dedans, et comment la musique va s'emballer au moment justement où ils sont le plus en adéquation avec leur corps.
Je trouve qu'il y avait vraiment un truc marrant là-dedans. Et en fait, oui, ce qui se passe, c'est qu'entre le manga Ping Pong et la série Ping Pong, tu vas avoir Speed Racer qui sort au cinéma. Et donc qui réactualise toute une esthétique un peu obsolète, justement, qui est celle des années 60. Voilà. Et je peux pas m'empêcher de voir, il y a aussi Shaolin Soccer qui sort en 2003. 2002-2003, mais du coup, oui, dans la série, la façon dont Yuasa met en image, tu vas, pour moi, avoir du Shaolin Soccer à fond, mais aussi du Speed Racer, et c'est pour ça que le choix du studio Tatsunoko me paraît d'autant plus pertinent, c'est que tu as eu un truc majeur, une trahison majeure par rapport au manga, c'est tout ce qui a trait à la rencontre entre Smile et Peko, et au sens que ça a par rapport aux deux personnages. C'est-à-dire que dans le manga, c'est Peko qui vient chercher Smile, qui sort Smile du casier dans lequel il a été enfermé par les gens qui le harcelaient à l'école. C'est Peko, pardon, qui porte un masque en disant voilà, si jamais t'as besoin de force, appelle le héros et il t'aidera. Donc sous-entendu, c'est moi, Peko, qui t'aide en te donnant de l'énergie et en te donnant un exutoire. Là où dans le manga, il va trouver cet exutoire à travers un Rubik's Cube, qui est une forme de truc ordonné, logique, fermé, purement mathématique. mathématique. Fermé, purement mathématique et fermé. Là où dans la série animée, ce Rubik's Cube va être transformé en Game Boy Advance, sur laquelle il va jouer à une forme de Tower Defense. Donc Smile va être un robot, va être assimilé à une figure robotique. Monster Robot, le nom du jeu. Monster Robot, exactement, qui doit encaisser des vagues d'ennemis pour résister et continuer à vivre, en fait. C'est une mécanique ludique de Tower Defense. Là où Peko, en revanche, lui, reste dans une logique de il bouffe des bonbons, etc. D'ailleurs, je me permets une petite analogie qui est dans la série. Il y a cette scène sur la plage où il y a un plan vraiment qui s'attarde sur le beware of attention aux oiseaux qui viennent bouffer les sucreries. Je sais pas si tu vois. Bien sûr. Tu vois, bien sûr. Qui renvoie du coup à Peko qui passe son temps à bouffer des sucreries. Donc Peko, c'est la figure de l'oiseau, la figure de l'envol, alors que effectivement Smile est plutôt assimilé à cette figure robotique qui est également nourrie par le fait que il y a un chapitre du manga et dans l'animé ça se retrouve à la toute fin. Le sang a le goût du fer. Donc voilà, ça renvoie aussi à la dimension robotique du personnage qui du coup son sang a le goût de fer comme un robot. Et c'est ça, comme un robot, et c'est aussi du coup ça nuance déjà de Neketsu à la base. C'est le sang, il est bouillonnant mais il a le goût du fer. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là-dedans aussi, parce que ton sang il est pas censé avoir ce goût-là, quoi. Enfin, tu comprends métaphoriquement. Mais c'est-à-dire que c'est froid, le fer c'est quelque chose de froid, d'un métal glacial. Voilà, donc ça contraste. Ouais. Et en fait, c'est là qu'Iwasa, je trouve, transfigure vraiment le truc, c'est qu'il apporte il ajoute un rapport à la fiction qu'il n'y a pas du tout dans l'œuvre de base. C'est-à-dire qu'un Rubik's Cube n'est pas une œuvre de fiction, là où un jeu vidéo est une œuvre de fiction. Et d'ailleurs, il change ce rapport à la fiction, parce que par exemple, Peko, quand il fait sa dépression, dans le manga, il va dans une salle d'arcade. Ce qui n'est pas le cas dans l'animé, il va à la plage. Avec sa copine d'ailleurs, et il fume des clopes, etc. Et finalement, il se laisse porter par l'eau, il fait du surf. Enfin non, il a sa bouée, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, il est sur une bouée, mais du coup, il est au fond du trou, donc il y a l'eau, comme je disais tout à l'heure, la métaphore de la mer. Il y a l'eau, il est complètement passif, même par rapport à ces vagues qu'il porte et qui fait qu'il s'échoue tout en permanence sur la plage. Donc ça, même symboliquement, ça fonctionne beaucoup mieux qu'une salle d'arcade, pour le coup, qui est peut-être plus réaliste. Mais voilà, et qui renvoie aussi à l'imaginaire de la décennie perdue, à ces bornes d'arcade avec des standards remplis à ras-bord. Puis il y a le côté aussi transposition d'une époque, puisque années 90, années 2010, il y a des éléments purement contextuels qui ont changé, quoi. Exactement, et c'est là que ce rapport à la fiction change aussi sans changer le sens de l'œuvre, il ajoute quelque chose, c'est que le héros, justement, que Peko pouvait incarner au regard de Smile, prend la forme d'un héros de fiction, qui est du coup un héros de tokusatsu qui a des ailes et qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors c'est un mélange d'Ultraman, de Yatterman, de tous ces personnages-là complètement fous. D'ailleurs, et même du super-héros que tu vois dans Mind Game, qui a une montre autour de sa ceinture, qui peut remonter le temps, qui peut modifier le temps, etc. Et du coup, tu as tout ce rapport à la figure héroïque. À la figure héroïque qui vient de l'enfance
et qui t'enchaîne au passé tant que tu ne comprends pas réellement ce qu'elle doit t'apporter en tant que figure mythologique, en tant que figure fictive, tu vois. Et pour le coup, c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est que Smile a la vision du tokusatsu du robot. C'est-à-dire que pour lui, ce héros est un robot et donc c'est une figure statique. Là où pour Peko, il ne comprendra le sens de ce qu'est le héros qu'à partir du moment où il prendra son envol et où les ailes vont pousser dans le dos. Et c'est ce qui fait lors du combat final, lors du combat contre Kazama, tu as une figure populaire, a priori anodine, qui est celle du héros de Tokusatsu, qui va affronter le dragon, qui est la figure mythologique par excellence, quoi. Exactement. Et finalement, que cette figure plus anodine, plus populaire, plus dérisoire a priori, peut tenir tête aux figures statiques et tutélaires de la mythologie, parce que justement Kazama est prisonnier d'une forme de déférence vis-à-vis d'une culture statique. Élitiste aussi, aristocratique. Aristocratique, et c'est aussi pour ça, entre guillemets, qu'il est en bonze aussi, que tout son lycée, ils sont en bonze et tout. Là où en face, t'as des héros plus issus d'une banalité, commun, plus commun, plus spontané, plus insolite aussi, et qui laisse plus de place à l'improvisation justement et à l'amusement, quoi. Et donc à la vitalité aussi. Moi, ce que j'adore aussi dans l'animation de Yuasa, c'est qu'il met en abîme son propos à travers le style d'animation. Pour moi, il y a un des messages forts de Ping Pong, c'est apprendre à dépasser nos préjugés pour justement aller chercher chez l'autre, chez la vision du monde et le système de pensée qu'incarne l'autre, ce qui peut nous apporter, ce qu'on peut en retirer et ce qui peut nous faire grandir. Et de ce point de vue-là, c'est une analyse perso, hein, mais je trouve que le visuel est purement au service du narratif, dans la mesure où, quand la série a été diffusée, beaucoup de gens ont critiqué le choix esthétique, en fait, qui a été qualifié de manière assez péjorative, presque comme quelque chose de moche, en première intention par les spectateurs, puisqu'en fait c'est un style visuel qui impose aux spectateurs une certaine ouverture d'esprit et une certaine réceptivité à d'autres visions, d'autres visions de l'animation que ce à quoi on est habitué avec l'animation japonaise, qui souvent a un trait assez précis, etc. Et donc je trouve que à travers même le visuel de la série, Yuasa nous invite à dépasser nos préjugés pour apprécier quelque chose qui sort un peu du commun, c'est quelque chose qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans son style, et c'est un style qui s'apprécie justement dans le mouvement et qui ne laisse pas du tout le même ressenti quand on voit une image fixe et quand on prend le temps de vraiment se plonger, regarder en mouvement. Donc ça, c'est pour moi un des grands tours de force de la série, c'est de mettre en abîme aussi un de ses messages à travers son style. C'est là où, voilà, en termes d'animation, Yuasa est vraiment, je pense, un des grands génies de sa génération. Non seulement il y a ce style, mais il y a aussi tout un réseau de symboles, et je pense que c'est le moment d'y venir, puisque Yuasa va ajouter plusieurs couches en fait de lecture, des clés de compréhension de l'œuvre à travers un réseau de symboles qui vont être associés aux personnages pour renforcer les métaphores qu'ils incarnent ou pour appuyer certains messages de la série ou même en ajouter certains. Typiquement, il y a un autre ajout majeur que la série fait, c'est autour de la symbolique du papillon. Ouais, complètement, la chrysalide et le papillon, autour de l'entraîneur de Smile. Exactement, et justement qui nourrit justement toute la métaphore de l'envol. Mais le motif du papillon, il est passionnant parce qu'il est à la fois raccord avec cette métaphore de l'envol, mais je pense que ça s'applique pas que à Peko, c'est vraiment une métaphore qui traverse, le motif en tout cas, traverse toute la série et se fait l'écho de tous les personnages. En grec, je trouve que c'est assez fascinant quand tu creuses un peu cet ajout du papillon. Psyché, c'est à la fois le souffle de la vie, c'est-à-dire l'âme, et le papillon. Depuis l'Antiquité, le papillon, c'est un symbole de la métamorphose psychique, de l'évolution, de la transformation de l'âme. Et c'est vraiment le motif central de la série, puisque au départ, les personnages nous sont présentés de façon assez antipathique. Ils sont des caractères vraiment caricaturaux, et c'est en se confrontant les uns aux autres qu'ils évoluent, comme on l'a dit. Et donc cette transformation, elle est vraiment
tout au cœur de la série, et donc le papillon, avec évidemment le motif de la chrysalide qui se transforme en papillon, va vraiment s'appliquer à tous les personnages. Et ça, c'est vraiment un ajout très pertinent, je trouve, de Yuasa. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter sur le papillon. Moi, c'est surtout là-dessus que j'ai trouvé ça brillant. Oui, surtout qu'en plus, ça enrichit, on va dire, la métaphore du casier qui s'ouvre et qu'il faut accepter dont il faut accepter de sortir, quoi. Et avec la chrysalide, ouais. Ah oui, j'avais pas vu ça. Ouais. Effectivement. Et qui va de pair aussi avec Smile, c'est aussi un peu peut-être le Shinji de la série, hein, mais au sens où il doit accepter. Il a mal compris. Enfin, lui, il s'est laissé embarquer dans le robot, en fait. Pour faire un petit parallèle avec Evangelion, le sens d'Evangelion, Shinji ne peut s'accomplir que s'il accepte que la vie on peut pas vivre dans un robot, il faut en sortir, il faut aller dehors, il faut aller voir le monde, on peut pas rester dans le ventre de sa mère toute sa vie. Et Smile est un peu dans le même délire, c'est pour lui le casier, c'est quelque chose de confortable, c'est apaisant, ouais. D'apaisant, parce qu'il n'y a pas d'interaction en fait. Il n'y a pas le bruit de la vie en fait. Exactement, qui lui fait peur. Et simplement, si tu ne vas pas au-devant du monde, c'est le monde qui viendra te chercher un jour. Et il a eu la chance que le monde aille le chercher sous la forme de Peko. Sous la forme de Peko, voilà, et pour le coup, qu'il accepte cette vie-là maintenant. Et pour le coup, je trouve que ouais, la symbolique de la chrysalide et du papillon fonctionne extrêmement bien. Surtout qu'en plus, voilà, il y a cette phrase, tu ne pourras pas traverser cet océan avec des ailes aussi faibles. Aussi fragile, ouais. Aussi fragile, donc voilà, t'as vraiment tout ça. D'autres ajouts de Yuasa en termes de symboles, c'est l'étoile et la lune, qui sont associés donc aux deux personnages principaux, Peko, l'étoile. C'est déjà dans le manga, ça, mais effectivement, il le pousse un peu plus loin. Ouais, je trouve que c'est poussé dans l'animé, notamment par rapport à la couleur en fait, qui est ajoutée évidemment vis-à-vis du manga qui est en noir et blanc. L'étoile de couleur jaune, c'est intéressant parce que le jaune est la couleur complémentaire du violet. Le violet qui est donc la couleur de Kaio, la couleur des tables de ping-pong dans le lycée Kaio, la couleur aussi des tapis, des chaussures, voilà, de tout chez Kaio, mais aussi du maillot du prof Koizumi. Et donc là-dessus en fait le violet, c'est la couleur dans la culture japonaise, c'est la couleur de l'aristocratie, puisque c'est la couleur qui est réservée au plus haut stade dans la religion shintoïste, ou dans le bouddhisme, non, plutôt dans le bouddhisme japonais, non pas dans le shintoïsme, je dis de la merde. C'est la couleur qui est réservée aux prêtres les plus élevés dans la hiérarchie, mais c'est aussi la couleur qui est associée à l'empereur, donc ce qu'on disait avec le dragon, hein, cette figure mythologique ancienne qui est vraiment imposante, qui est donc incarnée par Kazama et Kaio. Par opposition, tu vas avoir le jaune de l'étoile de Peko, qui va incarner quelque chose de beaucoup plus commun et de beaucoup plus solaire, puisque l'étoile, ça renvoie au cosmos. Dans les panthéons, les déesses étaient associées à des étoiles, Aphrodite, Ishtar, voilà, donc dans plusieurs cultures du monde, l'étoile, c'est quelque chose de vraiment important. Et ça incarne aussi une forme de cycle, une métaphore de mort et de résurrection avec la lumière de l'étoile, et c'est une forme aussi d'incarnation du cycle du sommeil, des rêves, et pour moi ça fait évidemment écho au parcours de Peko. C'était un choix évident, puisque c'est à la fois l'étoile de sa génération grâce à son talent, mais c'est aussi en passant par ce cycle de mort et de résurrection qui va véritablement devenir le héros, non pas uniquement pour Smile, mais aussi pour Kazama, puisqu'il va lui montrer ce que c'est que d'apprécier, de s'amuser et dépasser sa souffrance de l'application du sport, de la pratique, mais aussi une forme de héros pour Sakuma, puisque Sakuma va comprendre en voyant Peko que lui, n'ayant pas le talent, il doit trouver sa paix intérieure et son bonheur ailleurs que dans le ping-pong. Donc ouais, Peko, avec cette symbole de l'étoile, il fait à la fois le complémentaire de Kaio, et pour tous les autres personnages, il devient le héros. La lune, alors là, je vais te laisser peut-être développer, parce que j'ai un peu ma petite idée là-dessus, mais j'avoue que c'est de l'interprétation plus personnelle. Donc, la lune, elle tire sa lumière. Enfin, déjà, la lune, c'est un astre qui reflète la lumière. Ciel, et qui reflète la lumière, mais qui n'émet pas sa propre lumière, en fait. Et pour le coup, voilà, ça épouse complètement la relation entre Peko et Smile. Peko et Smile, parce que finalement, la lumière qu'on reçoit de la lune, il la tire lui-même du soleil, qui est une étoile.
Et ça renvoie à son style de jeu, puisque c'est un défenseur. Ça renvoie à son style de jeu. Voilà, c'est un défenseur, il ne fait que renvoyer la balle tout le temps, et justement, il doit apprendre à justement, alors là, je vais citer Trust, antisocial, mais il doit apprendre à dialoguer sans renvoyer la balle, justement. Yes. Voilà, mais il est un peu trop habitué à avancer avec son gilet pare-balles. Enfin, je peux l'affiler, cette métaphore, très longtemps, donc il faut m'arrêter. Mais ouais, donc c'est un astre qui ne fait que renvoyer de la lumière sans émettre la sienne propre, en fait. Et puis aussi qui est fait de cratères, donc c'est un astre qui ne fait qu'encaisser, qui a encaissé énormément de... Enfin, tu vois, visuellement, tu vois que c'est quelque chose de blessé, quoi. Mais qui a quand même un cycle de croissance, de décroissance. Alors là-dessus, je sais pas. Complètement, et c'est d'ailleurs le symbole de Smile, ça n'est pas une pleine lune, c'est un croissant de lune. Et pour moi, c'est significatif du fait que Smile est inachevé, il est en puissance comme Peko. Il doit compléter son cycle, comme le cycle lunaire, avec le parcours, avec le coach en tant que personnage, puis son match final avec Peko, pour devenir entier et véritablement être heureux à la fin de la série en devenant lui-même entraîneur. Et il y a un autre point que j'ajouterais sur la lune, c'est que dans la culture japonaise, la lune c'est un symbole d'apaisement, voire d'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Voilà, et Smile incarne parfaitement cette idée, il est toujours d'un calme absolu, dans une forme de sérénité presque ascétique, genre totalement... Alors, justement, il est pas serein. Ah, il est pas serein, non, il est dans un calme, voilà, vraiment l'ataraxie, quoi. Genre juste presque neurasthénique, tu vois. Et ça incarne parfaitement, je trouve, le personnage avec cette idée-là. Disons, c'est ça, c'est que c'est un stoïcien fataliste, on va dire ça comme ça. Pour le coup, il doit apprendre, s'il veut, il peut rester stoïcien, mais il va devoir apprendre à dépasser ce fatalisme pour accéder à une forme de stoïcisme beaucoup plus serein, justement, peut-être plus épicurien. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais d'ailleurs, la fin de l'animé et du manga, là-dessus, il y a une petite différence, mais globalement, c'est un peu la même idée. C'est comme tu le disais, Kazama et Smile qui vont discuter et qui vont en fait faire une espèce de retour sur leur histoire et comprendre en fait que grâce à Peko, ils ont véritablement atteint leur paix intérieure, qui n'est plus vraiment dans le ping-pong pour Kazama, puisque en fait, il a été exclu de l'équipe nationale en se blessant. Et pour Smile, c'est en devenant entraîneur. Et la fin et la suite est vraiment géniale, puisqu'il trouve une raquette de ping-pong sur la plage, il la jette, et ça se termine là-dessus. Tu vois entre-temps Peko, qui est devenu joueur professionnel, qui est en Allemagne, et qui est véritablement devenu le héros, mais qui prend plaisir à son activité. Kon, comme on l'a dit, qui est devenu un joueur de l'équipe japonaise, donc il a trouvé sa place au Japon. Et pour Sakuma, Démon, il est évoqué, il n'est pas présent, mais il est évoqué, il va ouvrir un magasin, il en est à son 3e enfant, et en fait il a trouvé son bonheur dans un foyer, dans une famille aimante. Donc au final, 2 personnages torturés qui sont jamais complètement heureux en fait au début, tu arrives par le parcours que montre la série, à 5 personnages en paix avec eux-mêmes, qui ont atteint une forme de sérénité et de bonheur. Et c'est ça aussi que veut nous transmettre Ping Pong, je pense. Et il y a enfin peut-être une dernière chose, on peut peut-être refermer là-dessus aussi, c'est que Ping Pong aussi, on peut se poser la question, finalement, quelle place occupe Ping Pong dans l'imaginaire du sport, dans la pop culture aussi, parce que mine de rien, avec tout ce qu'on a dit, on comprend bien qu'il y a à la fois une forme de critique de certains présupposés idéologiques véhiculés par le manga de sport, en tout cas véhiculés par certaines œuvres, dans un certain rapport méritocratique. Disons que en fait, l'industrie du divertissement obéit à une logique du spectacle, du spectaculaire, pour le coup. Alors là, c'est la minute situationniste, mais pour le coup, on a quand même... Le spectacle est une industrie dans notre société. La société du spectacle. La société du spectacle, n'est-ce pas? Alors pourtant, je ne suis pas situationniste, je ne partage pas les conclusions, mais c'est vrai que le diagnostic mérite qu'on s'y attarde. Mais justement, la société du spectacle trouve son bras armé dans la culture de masse, mais aussi dans le sport. Et justement, dans quelle mesure la culture de masse, la culture populaire,
qui n'est pas la culture de masse, mais voilà, dans quelle mesure l'industrie culturelle se nourrit et nourrit à son tour le spectacle, la société du spectacle telle qu'elle se perpétue dans le sport aussi. Et l'imaginaire qui en découle. L'imaginaire qui en découle, dans le manga, les mangas qu'on a appris à aimer quand on était gamin, quand on avait 12 ans, c'est des shonen qui fonctionnent sur des rapports antagonistes systématiques. Ça peut être, moi c'était Bleach avec tous les bankai, les machins. Moi c'était Dragon Ball, voilà. Dragon Ball, c'est un peu la même chose. Donc c'est généralement des combats, des duels où l'engagement dans le récit va se faire systématiquement sous un rapport antagoniste. Même Pokémon, tu vois, c'est des combats d'animaux, Pokémon, tu vois, donc t'as toujours ce côté pourquoi se battre tout le temps, pourquoi faut-il se battre. C'était même un truc que mes parents détestaient, hein, ils comprenaient pas pourquoi j'adorais ça quand j'étais gamin. Et finalement, Ping Pong montre que finalement, si cet antagonisme est mal compris, persiste et devient sa propre fin, sa propre finalité, tu nourris pas forcément des biais intellectuels et moraux qui sont sains positifs. Pour la société. Ouais. Puis voilà, c'est pas sain. Tu vois bien au début de la série, les personnages sont tous dans ces biais-là, sont tous dans cet imaginaire-là, qui est l'imaginaire du sport, on va dire, dominant, et ils sont tous malheureux, ils sont pas accomplis, pardon, j'ai tapé dans le micro, désolé, ils sont pas accomplis dans leur être, alors que justement, ce que je trouve assez ouf avec Ping Pong, et ça se retrouve même dans un des titres d'un des morceaux de l'OST, c'est que le duel, ce n'est pas un affrontement, c'est une danse. Et il y a un morceau qui s'appelle Like a Dance, parce qu'en fait, pour moi, justement, ce duel ne peut être sain pour les deux personnages et pour la société, donc par extension, que lorsqu'il est une convention, un jeu, un moment de plaisir qui est partagé, peu importe la victoire ou la défaite, c'est l'instant de match et du plaisir qui en découle qui compte, quoi. Et cet imaginaire-là, pour moi, il ressort de Ping Pong, même s'il y a certaines ambiguïtés qu'on peut éventuellement lui reprocher, notamment dans sa structure, qui a quand même le fait que Peko remonte la pente avec toute la dernière partie où il bat les uns après les autres ses anciens adversaires. Il y a quand même un peu une résurgence du code du Neketsu et du shonen et du manga de sport classique. Et si tu le creuses pas, je pense que tu peux en retirer un message qui n'est pas celui voulu ni par Matsumoto ni par Yuasa. Disons qu'en fait c'est ça, c'est que moi j'ai catégorisé ça en trois grands ensembles dans le conducteur. C'est en gros, est-ce que le sport obéit à un imaginaire démocratique, c'est-à-dire tout le monde peut, c'est un ascenseur social qui permet à tout le monde de monter, ou est-ce que c'est méritocratique, c'est-à-dire quand on veut on peut, tout simplement, faut se donner les moyens de réussir et voilà, et c'est précisément parce qu'on a voulu quand on a pu qu'on gagne au mérite, en fait. Ou alors, est-ce que c'est simplement une nouvelle aristocratie avec cette idée que seuls quelques-uns peuvent réellement... Uniquement les meilleurs. Uniquement les meilleurs, en dernier recours. Et typiquement, ping-pong, c'est là que je trouve ça malin, c'est que plutôt que de cultiver un récit un peu moralisateur sur le ping-pong doit être démocratique parce que tout ce qui va dans le sens de l'aristocratie est mauvais, ou inversement un truc très réac ou conservateur qui dit non, le sport c'est une aristocratie, ça doit le rester. Au contraire, il te vend pas une soupe d'entre-deux méritocratique qui assume pas trop ni l'une ni l'autre des deux positions. Là il dit non, en fait je trouve qu'il se résout à l'idée que le sport soit une aristocratie au-delà d'un certain niveau, mais pour autant c'est le sens qu'on donne à cette notion d'aristocratie qui peut détruire des gens si c'est mal compris. C'est-à-dire si c'est une aristocratie classique au sens où on recrée une élite, limite une caste qui peut se permettre de dominer les autres et de les renvoyer à leurs propres échecs et de dire si t'es pas assez bon, t'es une merde, et donc je peux me permettre de te parler mal, etc., et de te placer parmi les rebuts de la société, eh bien c'est mauvais en fait. Et t'as même ça dans le gars qui doit arrêter le ping-pong parce qu'il faut qu'il taffe pour aider ses parents à vivre
pour faire tourner la supérette. Tu vois, c'est vraiment un imaginaire de classe. Tu vois, vraiment en mode, bah non, toi t'es trop pauvre, tu dois arrêter le ping-pong pour bosser. C'est la thématique sociale de Matsumoto qui transparaît. T'as une thématique sociale qui transparaît là-dedans, tu vois. Et à l'inverse, si cette logique aristocratique fait que bah, t'as des gens qui ont le talent et qui décident de le travailler et qui comprennent que, comment dire, ils n'ont pas un devoir vis-à-vis de la société d'être le meilleur, en mode je dois défendre les couleurs du Japon, je dois être le meilleur parce que typiquement, là j'extrapole, mais tu sais par exemple un film comme Will Hunting. Dans Will Hunting, t'as Ben Affleck qui dit à Matt Damon à un moment t'es un génie, et si tu ne fais pas quelque chose de ton génie, tu nous insultes, nous, parce que nous on n'a pas ton génie, alors qu'on adorerait l'avoir. Donc un génie qui ne travaille pas son talent insulte les gens qui n'ont pas ce talent, et donc il doit avoir, comment dire, il a un devoir vis-à-vis des gens qui n'ont pas son talent. C'est la redevabilité en quelque sorte à la société d'un don, quoi. T'as un don, et donc on va te culpabiliser de ne rien en faire, parce que t'as un devoir vis-à-vis du reste de la société. Et typiquement c'est traité dans un manga qui a servi d'influence à Matsumoto, qui s'appelle Yawara, qui est un manga de Naoki Urasawa, qui est un manga sur le judo, où tu vas suivre une gamine qui a un don pour le judo, et qui en fait son grand-père est un champion de judo aussi. Il se dit mais non, ma gamine, je vais la faire gagner aux Jeux Olympiques, et pour qu'elle représente le Japon, etc. Et du coup il va faire capoter tous ses dates parce qu'elle veut être une adolescente normale, elle en a marre de faire du judo, et lui il se dit non, parce que faut que t'as un talent, et donc il va faire un peu une whiplash. Tu ne peux pas être normal. Voilà, tu ne peux pas être une adolescente normale parce que tu as un talent que les autres n'ont pas, et donc il faut que tu ailles au bout de ça en fait. Et là où le manga justement va mettre tourner un peu en ridicule aussi cette logique-là, mais voilà, à l'époque on en avait parlé dans Hyperlink, il y avait un véritable conflit de lecture morale et éthique sur l'œuvre, c'est-à-dire on était en pleine polémique sur la culture du crunch, et du coup dans quelle mesure est-ce que l'effort que demande le sport est une aliénation qui détruit les gens, ou au contraire, est-ce que c'est pas une étape vers l'épanouissement, vers l'émancipation, vers l'émancipation, voilà. Et finalement, si on nourrit dans la société un biais qui est le refus de l'effort, finalement, si ça entretient un rapport purement d'aliénation au sport, alors que ça peut être quelque chose de magnifique. Et ça peut être totalement émancipateur, ouais. Comme le montre la série Ping Pong d'ailleurs. Hein. Voilà, mais tant que ça se cultive dans un rapport, on va dire, plus individuel. Typiquement, c'est genre Nietzsche, une fois encore, le grand style. Le grand style, ça peut pas être quelque chose que tu appliques à l'échelle de la société. Parce que le grand style, c'est pas le même pour chaque personne. Oui, parce que tu peux pas l'imposer aux autres, c'est surtout ça. Voilà, mais c'est ça. Parce que le monde est un chaos. Le monde est un bilan de force, au sens physique du terme, et chaque force a sa logique propre. Et donc chaque style, chaque grand style a sa logique propre, et donc tu peux pas forcer à quelqu'un à accéder au grand style aussi, tu vois. Et c'est ce qui fait que justement on boucle la boucle avec Smile, avec son entraîneur qui dit bah non, voilà, je vais t'apprendre la niaque, sauf que du coup Smile devient un robot et pas un héros, quoi. Et c'est justement à la fin, quand il comprend qu'il est un être humain avant d'être un robot, son sang a le goût du fer, mais il est bel et bien bouillonnant, comme on le voit d'ailleurs dans cette très belle scène où ils mettent leurs mains sur une ampoule, et où en fait Peko montre à Smile qu'il a le même sang que les autres, qui peut véritablement être épanoui, et c'est ce qu'il est d'ailleurs à la fin de la série, et qui est magnifique. Merci Karel. Et c'est là aussi que le sang a la même couleur pour tout le monde aussi. Exactement. Parce que l'imaginaire aristocratique, c'est le sang bleu, aussi cette idée que tu as le sang bleu qui n'est pas le même sang, voilà, et donc là en l'occurrence le sang a la même couleur pour tout le monde. Voilà, donc à vous de le faire bouillonner dans ce qui vous paraît le plus épanouissant. Merci Karel pour cette magnifique conclusion, c'était très beau. Je suis ravi d'avoir parlé de ping-pong avec toi. Je suis ravi que tu m'aies fait découvrir cette série, pour le coup. On passe au reco ? Yes ! Allez. Bien, donc pour les recos, cette fois, je vais parler d'un film. Je vais donc commencer avec Une affaire de famille de Hirokazu Koreeda, qui est un réalisateur japonais connu pour son style relativement documentaire et ses thématiques sociales. Peut-être qu'on y voit une analogie avec un certain manga de Taiyu Matsumoto. Non, je l'ai choisi en fait parce qu'il a une actualité.
Son dernier film réalisé entièrement en Corée avec Song Kang-ho est actuellement au cinéma, qui s'appelle Les Bonnes Étoiles. Prix d'interprétation masculine à Cannes pour Song Kang-ho. C'est un très joli film, je vous conseille d'aller le voir. Mais aujourd'hui, je préfère vous parler d'une affaire de famille qui est pour moi un de ses meilleurs films, si ce n'est son meilleur film. En tout cas, de la filmo de lui que je connais. J'ai pas tout vu, il a réalisé beaucoup de films. Mais voilà, c'est un film qui raconte l'histoire d'une famille de choix, d'une famille non pas organique et nucléaire, mais une famille, on va dire, reconstituée par la force des choses. Une famille Resident Evil, donc. Ouais, un peu. Donc d'une famille de marginaux, et en fait Koreeda a vraiment ce truc de travailler aussi la marginalité, les portraits de personnages qui sont mis au banc de la société japonaise, qui est voilà, une société aussi qui peut parfois être extrêmement dure pour les gens qui ne fitent pas, qui ne rentrent pas totalement dans la bonne case. Et en réalité, ce qui est passionnant avec Koreeda, c'est qu'il va toujours articuler ça autour des enfants, qui sont toujours les victimes en fait des conflits sociaux et des conflits des adultes, et de la dureté aussi du monde des adultes. Donc dans une affaire de famille, ça va se traduire par des enfants qui sont maltraités, des enfants qui sont abandonnés, et qui sont recueillis comme une espèce de radeau de fortune par des personnages qui sont moralement ambigus, mais qui, tu sens qu'ils sont quand même emplis de bonté, et pour lesquels tu vas développer très vite une grande empathie, et auxquels tu vas t'attacher, et tu vas voir cette espèce de famille un peu chaotique se constituer en fait, et se renforcer par la difficulté aussi à laquelle elle est confrontée. Non, je vous le recommande très chaudement, une affaire de famille. C'est Palme d'Or quand même de Koreeda. C'est vraiment le film qui l'a consacré au niveau international. Pour moi, c'est vraiment un film majeur du cinéma japonais contemporain. Donc, je vous le conseille très, très fortement. Il est sur Prime, je pense. Me semble-t-il, je l'ai revu il y a quelques jours là-dessus. Donc, voilà, regardez-le, c'est très bien. Ça sera tout du coup pour Marocco. Quelle est la tienne, mon cher Karel ? Alors, je suis embêté parce qu'il y en a une troisième qui vient de me popper dans la tête, donc je vais aller très vite. Ma première reco, ça va être Achille 21, qui est un manga scénarisé par Riichiro Inagaki et mis en image par Yusuke Murata, qu'on connaît pour ses dessins sur One Punch Man. Achille 21, c'est son premier manga en tant qu'illustrateur, si je dis pas de bêtises. C'est un manga qui date des années 2000. Pour moi, c'est clairement le manga de sport de ma vie. Vraiment, voilà. Et ça m'a... En fait, quand j'ai vu Ping Pong, je me suis dit que c'est comme ça que j'aurais aimé voir Achille 21 en animé. Parce que l'animé d'Achille 21 est une catastrophe. Vraiment, lisez le manga, ça n'a rien à voir. Et tu vas suivre en gros l'histoire de Sena Kobayakawa, qui est un lycéen harcelé, pareil, et qui en fait passe son temps pour échapper à ses bullies. Il a pris l'habitude de lire les foules et du coup à slalomer entre les gens pour se jeter dans le train dans le premier métro qui passe pour s'enfuir. Et du coup en fait il a pris l'habitude de faire des petits pas de côté, etc. Voilà. Et du coup il a un jeu de jambes de malade mental. Et c'est un sprinter remarquable. Et il est détecté par le capitaine de l'équipe de football américain de son lycée, qui se dit je vais le bully, mais entre guillemets pour les bonnes raisons. Parce que voilà, dans notre club part un petit peu en sucette, et t'as un talent, et on va t'utiliser pour gagner la coupe et tenir notre promesse qu'on s'est faite, à savoir de gagner la coupe. Et au début, donc évidemment, il est un petit peu malmené par le capitaine de l'équipe, mais donc tu as toujours cette question un peu d'aliénation par le sport. Mais au final, c'est parce que c'est un sport collectif, et parce qu'il est l'élément moteur qui permet à toute l'équipe de retrouver confiance en elle, il va comprendre qu'il a une place, dans la société, qu'il a une place parmi les gens. Et au final, toute cette équipe d'outcasts, tous un petit peu des gens qui ont un petit peu cassé par la vie, chacun à leur niveau, vont recréer du collectif et devenir les nouveaux champs. Enfin voilà, gravir toutes les marches vers la notoriété et vers l'excellence. Et c'est un manga qui est comique à plein de niveaux, c'est à mourir de rire.
Le dessin évolue à toute vitesse. Vraiment, au début, tu sens que Murata cherche un peu son style et au travers du personnage de Senna, justement, gagne en assurance et rien qu'à partir du tome 7, mais ça devient orgasmique tellement c'est beau. Et franchement, ouais, Achille 21, c'est un manga en 30 tomes, c'est édité chez Glénat, c'est fantastique. Et je kifferais vraiment qu'il y ait une nouvelle adaptation animée qui tire parti, on va dire, des évolutions techniques actuelles. Et qui aille au bout de l'intrigue, vraiment. Et puis même, il y a toute une question sur le rapport du syndrome de l'imposteur, parce que du coup, il s'appelle Eye Shield, parce qu'il lui fout une visière sur son casque pour pas pour pas se le faire piquer, en fait, par les autres clubs, et aussi lui, pour que les bullies de l'école ne l'empêchent pas de progresser. Donc t'as toute une question sur le syndrome de l'imposteur aussi, et qui est vraiment bien faite. Donc No Eye Shield 21, c'est vraiment très très bien. Ma deuxième reco, ça va être un animé qui enfin est disponible légalement. La dernière fois, je vous avais parlé de Hyoka, qui est un animé de Kyoto Animation, et cette fois-ci, je vais vous parler de Nichijou, My Ordinary Life, qui est un autre chef-d'œuvre inconnu du studio Kyoto Animation, qui est disponible pour les fêtes sur ADN, et qui sort enfin chez nous légalement. C'est la première fois qu'il sort légalement en France. Et que dire sinon que c'est le chef-d'œuvre inconnu du studio Kyoto Animation. Je sais pas si vous connaissez Eric André Chaud. Pour moi, c'est en termes de logique, de gag chaotique, d'humour cringe, et en même temps non-sensique. C'est le dernier degré de ça, vraiment, c'est incroyable. Et le tout, en fait, avec une animation, mais vous avez jamais vu une série d'animation animée aussi bien, en fait. C'est incroyable, la musique, ça pourrait être du Ghibli. Ils ont tout donné dans cette série, vraiment. Et au départ, tu peux te dire, c'est uniquement du what the fuck et du gag et tout ça. Et au final, là où ça va, sur ce que c'est que la banalité, ce que c'est que l'incongru en fait du quotidien, finalement tout ce côté what the fuck du départ coagule vers la fin pour aboutir à quelque chose de très très touchant. Donc franchement, Nichijou, je vous le recommande, ne serait-ce que pour donner envie aux ayants droit de sortir le Blu-ray chez nous, ce serait bien. Petit appel du pied. Le petit appel du pied, parce que bon, les team étagères ici. Et enfin, ma dernière reco, ça va être, parce qu'on l'a mis dans les références, et on n'en a pas parlé, c'est le meilleur match de ping-pong de l'histoire. Ah oui. Voilà, parce que le ping-pong se termine sur un match de ping-pong qui n'a aucun sens. Et en vrai, t'as un match Chine-Belgique entre deux joueurs, mais de très 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 haut niveau, entre deux légendes du ping-pong, qui s'éclatent à jouer n'importe comment, c'est-à-dire qu'ils déplacent les panneaux de sponsors pour jouer de derrière les panneaux en faisant des passes super longues. Ils changent, ils tournent la table pour que la balle atterrisse dessus, et les arbitres donnent quand même les points parce que ça les fait marrer. Enfin, le match, c'est n'importe quoi, c'est absolument remarquable. Et je vous recommande aussi, ça me rappelle un petit peu le trophée des légendes à Roland-Garros, c'est-à-dire des vieux joueurs qui de leur carrière est derrière eux, et qui jouent en double, et qui du coup font des matchs qui n'ont aucun sens. Donc t'as Henri Lecomte versus McEnroe versus machin, versus Yannick Noah, et t'as un joueur en particulier qui a jamais vraiment brillé dans sa carrière de tennistique, mais qui, à travers le trophée des légendes, a déployé son style, et reste aujourd'hui, je trouve, l'un des joueurs de tennis les plus élégants, et les plus beaux, et les plus impressionnants à avoir joué. C'est Barami. Barami qui est un joueur turc, si je dis pas de bêtises, et tu regardes Barami tennis sur YouTube, le mec il a 60 piges et il joue un tennis, mais c'est magnifique, vraiment j'ai jamais vu ça, et il te fait des balles, mais c'est n'importe quoi, vraiment il joue n'importe comment, et c'est en même temps magnifique, c'est ouf, vraiment c'est ouf. Donc voilà, en fait c'était 4 recos, je suis désolé, faut m'arrêter, mais ouais. c'est Noël, comme ça vous en avez sous le sapin, c'est cadeau. Merci mon cher Karel, alors je me joins à toi pour la reco du funniest table tennis match in history, qui est absolument magnifique. Vous aurez le lien dans la description, de toute façon on met tous les liens des recos, de notre bibliographie à chaque fois, donc on le mettra en premier dans la liste, comme ça vous serez sûr de le trouver facilement. Et puis tu pourras aussi ajouter un petit extrait de ce fameux Barami qui nous fait des jolies balles au tennis.
Ah non, mais c'est ouf, franchement. Ah bah si vous aimez les sports de raquettes, c'est vrai que sur YouTube il y a des choses vraiment magnifiques. Moi je me suis régalé là depuis qu'on a décidé de faire ping-pong. Je me suis maté des matchs, en veux-tu en voilà, des compétitions. Enfin bref, voilà, comme je disais, ça m'a même donné envie de me réinscrire au ping-pong. Donc voilà, c'est vous dire l'importance que cet animé et ce manga aussi par extension ont eu sur moi. Voilà, merci mon cher Karel, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Évidemment, on vous invite à nouveau à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, @hémisphèrecast. Vous pouvez également vous abonner sur les plateformes d'écoute, ça permet d'être informé voilà, des différentes sorties d'épisodes, ça vaut le coup. Sur YouTube, via ma chaîne personnelle, Spotify, etc. Voilà. Sur Discord, n'hésitez vraiment pas, surtout en plus, alors là je me permets de pousser vraiment Discord, je sais que malheureusement, voilà, en ce moment j'ai mes galops d'essai pour le CAPES, donc voilà, j'ai pas été très présent en tant que modérateur / animateur de communauté, mais avec les vacances qui arrivent, je vais remettre un petit peu le boost là-dessus, mais si Twitter fait des siennes réellement, enfin voilà, si Twitter, on sait jamais trop à quoi s'en tenir avec Twitter, voilà, l'un des canaux d'information pour l'émission reste aussi le Discord. Comme ça vous aurez des notifications au moment où on publie les épisodes, etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et aussi à venir avec nous en commentaire sur YouTube. Et sur Discord, hein, c'est possible. Et sur Discord aussi, parce que voilà, sur YouTube, il y a toute une indentation de commentaires qui fait que. Mais sur Discord, voilà, on peut en discuter en vocal aussi, si vous le souhaitez. C'est plus confortable, on va dire, pour échanger, effectivement. C'est plus confortable pour échanger. Et sur YouTube, aussi, c'est important, ne serait-ce que même que pour le référencement, mettre un petit commentaire en mode... C'est là, on vous en voudra pas de mettre first, c'est le fameux prompts qui fait chez tout le monde. Pas, hein. Là, voilà. Oui, moi ça me gêne pas, hein, ça. Allez-y. Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, mine de rien. Bah oui, totalement, parce que l'épisode va sortir quelques jours avant Noël, il sera sous le sapin. Voilà, et au risque d'être des gros relous, on se souhaite pas à l'année prochaine. Non. Oups, trop tard. Oups. Ah oui, du coup. Voilà, je suis un gros relou, donc. En tout cas, on se retrouve en janvier. On se retrouve en janvier pour un nouvel épisode d'Hémisphère. Ça, on peut le dire. Et oui, tout à fait, bien sûr. Et ça, puis, rassurez-vous. Rendez-vous peut-être sous le sapin pour un indice honteux, je ne sais pas encore. Voilà, on va trouver. On va décider de notre sujet, ne vous inquiétez pas, ce sera fait en temps et en heure. En tout cas, on vous souhaite le meilleur, des bonnes fêtes, et on vous fait des gros bisous. Ciao. Gros bisous.